Les hommes de joie. Bienvenue dans le podcast qui respire la joie entre les hommes. Cette première mini-série, Mes hommes de joie à moi, est consacrée à des hommes qui ont inspiré, stimulé, voire accompagné mon chemin de retour à la joie. Des hommes installés dans une souveraineté joyeuse et dont le regard, la danse, le rire ou simplement la présence ont résonné en moi comme autant d'invitations, d'autorisations à rejoindre un masculin plus léger, conscient, digne et joyeux. Des hommes de joie dont les témoignages, je l'espère, vous inspireront. J'étais le désespoir de mon père parce qu'il disait toujours que la terre peut s'écrouler, toi, tu seras toujours cool. Cet homme qui était le désespoir de son père fait ma joie. Je ne rate pas une occasion de suivre ses précieux enseignements, de l'entendre chanter, rire, s'émerveiller, et qu'on fasse les foins ou qu'on ne fasse rien, sa lumineuse présence me rappelle à ma foi. Alors j'ai eu envie de le questionner sur son rapport à la joie. Était-ce pour lui de l'inné ou de l'acquis? L'avait-il déjà perdu et retrouvé? Sur les jeux des polarités masculines et féminines, et sur les clés pour la garder ou la retrouver. Je ne pouvais pas prendre au sérieux n'importe quelle sorte de drame ou qui semblait être dramatique pour les autres. Okay. J'avais pas de réaction. Je pouvais pas être empathique par rapport à ça. J'avais toujours un petit sourire qui peut même être perçu narquois. Oui, absolument. Mais disons que c'était ma nature profonde. Alors on ne peut pas dire joyeux parce que c'est un mix, un joyeux mix. Hein. Je ne sais pas comment le définir, mais je peux pas prendre le drame au sérieux, quoi. Voilà, il y a quelque chose comme ça fondamental. Ouais. C'était ma nature, ça je le dois à un cadeau, quoi. J'ai pas travaillé là-dessus. Ça, c'était toujours là, ouais. Et puis c'est toujours là, d'ailleurs. Ah ben là oui, parce que là ça s'écroule et je pense qu'on est de plus en plus à rigoler, quoi, parce que c'est inéluctable, quoi. Voilà. Il y a un moment dans la vie où tu l'as perdu, cette joie, cette innocence. En fait, c'est intéressant ta question parce que en fait, je me la suis jamais posée. Hein. Je la prends pour un fait accompli, donc c'est bien ce que je viens de dire. Hein. C'était tellement partie de ma nature que je pense que c'est un acquis, quoi. C'est quelque chose que j'ai hérité et pas génétiquement, c'est d'ailleurs, quoi. Voilà, donc je pense que ça a à voir avec mon âme, ça. C'est quelque chose qui a déjà été réalisé, donc du coup non. Non, je pense qu'au contraire, c'est ce qui m'a permis de risquer des situations dramatiques, disons perçues par tout le monde, prendre le risque, quelque part au fin fond, sachant que c'était qu'un game, quoi. Enfin, il y a quelque chose qu'au fond, j'ai toujours considéré, la vie, c'est un jeu, et il n'y a pas de perdant. Il n'y a pas de perdant, on apprend le jeu, en fait. On n'apprend pas à gagner ou à perdre, on apprend à jouer. Et quand on ne perd pas ça. Et donc, en fait, pour moi, ma vie, c'est pareil. À l'époque des 16 ans, tout ça, bon, les parents qui s'inquiétaient, hein, il faut remonter ça, c'est quand même dans les années 60. Ouais. L'époque, c'était le truc, il faut passer la barrière, il faut sortir des ouvriers, il faut passer dans les cadres, il faut vivre une vie, voilà. Et puis, moi, je disais, mais j'irai jamais travailler. Là, je ne vais pas vendre ma vie pour travailler. Non. Okay. Mais par contre, je ne rechignais pas à l'action. Hein. J'étais un fou de l'action, mais pas pour me faire exploiter, quoi. Non, je jouerais ma vie. Ça, c'était aussi fondamental. Donc, l'esprit joueur, mais par contre, pas superficiel. Tu vois, c'est le truc. Souvent, les gens qui sont ludiques, en fait, c'est parce qu'ils échappent à la profondeur de la vie. Tandis que moi, c'était le jeu lila, comme on voit dans le yoga, c'est-à-dire je prenais le jeu comme l'essence de la vie, pas une pratique, tu vois, pas une projection, c'est l'essence. Oui, pas sur quelque chose de conditionnel, mais comme le point de départ de c'est ça, toute action. C'est ça, Ouais. C'est ça. Et du coup, quelque action que tu entreprends en étant responsable de cette fréquence, t'as pas à te plaindre. Tu vois, c'est ça aussi, c'est que quelle que soit l'issue,
j'ai jamais trouvé une bonne raison pour me plaindre. Hmm. Même quand tout se renverse et que tu es mis à U et à Dia, ça faisait partie du jeu et c'était une autre mise en scène. Voilà. C'est la mise en scène où tu es du côté des gagnants, après tu es la mise en scène du côté des perdants, et de toute façon c'est juste une mise en scène. Donc en fait la relation avec cette essence-là au fond, ça permet de traverser quel que soit le monde extérieur. Nous sommes au Martinet, dans un écrin de nature à 800 mètres d'altitude entre le Vercors et le plateau du Trièves. Cet homme, c'est Satyavrati. Il a créé ici, il y a 35 ans, Amrit Nam Sarovar, une école internationale de Kundalini Yoga. Mais pour moi, le Martinet est bien plus qu'une école. C'est un chaudron alchimique qui révèle un chemin de transformation et de maîtrise qui invite à révéler et à célébrer notre humanité. Après, il y avait un autre facteur assez intéressant, c'est souvent à 18 ans, ça, quand je jouais de la guitare, donc, et mes copains qui étaient eux alors ludiques, comme je dirais, de surface, Ok. qui cherchaient danser, machin, enfin, avoir une vie de distraction. Quand je prenais la guitare, je disais, putain, tu fais chier avec ton... Comment on pourrait dire ça la langueur, tu vois, j'exprimais une sorte de tristesse qu'ils ne supportaient pas. Ok. Et que moi, quand je chantais ça, j'étais heureux. C'était quoi, Mais ta profondeur? C'était triste. Ah, c'était triste. Pour D'accord. les gens, c'était Ouais, triste. c'était Parce triste que pour les gens. je faisais référence toujours à des chansons, soit c'était de Brassens, soit des trucs qui mettaient en exergue des situations inacceptables de la vie sociale. Après, moi, ce que j'ai découvert là, si tu veux, c'est que il y a une profonde tristesse à vraiment voir la vie comme elle est dans sa totalité, qui est à mettre à égalité dans la balance de la joie. C'est le chemin du guerrier quand il ouvre les yeux sur le drame possible. Je ne dis pas qu'il est là, le drame. Ouais. On est toujours en anglais, on dit on the edge, je ne sais pas comment dire en français, au bord de la falaise de la catastrophe. Ah oui, ok. Mais ça, c'est un principe constant. Hmm. Je pense quand tu t'éveilles, tu vois que le risque de la catastrophe, il est constamment là, mais sauf que ça n'arrive pas. C'est ça qui est phénoménal. Ça n'a jamais arrivé, parce que même si on considère l'extinction des espèces, l'extinction d'une humanité, une civilisation qui s'écroule, les hommes qui disparaissent, patata, à la fin, c'est pas une catastrophe, parce qu'on est là, C'est un fait. on est toujours là. Ouais. Donc la perpétuation, tu vois, c'est le permanent, en fait, il prend le dessus sur tout le temporaire, et du coup, il y a cette tristesse de voir que personne, si, je pense ceux qui sont éveillés, ils sont en contact, en empathie avec le risque de la catastrophe, mais sans l'anticiper. Ça me motive, c'est l'inverse. C'est l'automotivation, elle vient du fait que tout pourrait s'écrouler et que moi je choisis de servir le côté où ça ne va pas s'écrouler. Voilà. Mais ce n'est pas une réaction, je ne suis pas réactionnaire à changer les choses à l'extérieur. J'ai choisi mon parti de contribuer à la permanence et pas à ce qui peut s'écrouler. En gros, c'est ça. Donc il y a quand même une tristesse de voir que ce n'est pas partagé, ça. Tu vois, c'est lourd parce que en fait, c'est une tristesse empathique avec le manque d'éveil. C'est en fait de voir que les gens qui sont motivés, excités dans une dynamique réactive, se font souffrir et embarquent les autres à la souffrance sans le savoir. Et ça, c'est triste. Pour moi, c'est ça la tristesse. Voilà. Et c'est en même temps la motivation, le catapulte de ma joie à servir que tout ça s'éveille. Donc, ils sont toutes les deux là. Ils sont tous les deux là. Et ça aussi, c'est une tristesse quelque part. De voir que tout le monde peut être appelé et puis que finalement, persévérer avec c'est une bénédiction. Enfin, moi, je ne sais pas comment expliquer autrement. C'est ça qu'on appelle la baraka, je pense. C'est si on est touché par ça, qu'on
qu'on la reçoit consciemment et qu'on l'accepte, parce que c'est pas non plus, je pense, si simple d'accepter d'être béni et de vivre en joie. Du coup, ça comment on dit, éradiquer, Éradique, ouais. ça rase toutes les raisons de pas être juste, d'être à peu près, des excuses pour ces manquements, cette fêlure. Et en fait, on accepte les fêlures, comment on dit, les Fêlure, échecs. oui, Les échecs. En fait, on accepte d'être en échec alors qu'il n'y a pas d'échec. Moi, je ne peux pas accepter d'être en échec. Mais à tout moment, quand tout était au bord, effectivement, du gouffre, j'étais pas dans l'échec. Oui. J'étais pas dans l'échec. Donc, c'est ça le sens de l'humour. C'est même aux moments les plus dramatiques, il y a un sourire intérieur qui te fait voir l'image en disant « mais on veut me faire croire ça ». Donc, plus tu t'approches d'une expression extrême de la réalité, plus tu peux aussi réaliser que c'est une illusion, parce que c'est tellement gros. Ou alors tu te fais bouffer, parce que si tu y crois, tu es mort. Voilà. Donc il y a quelque chose à croire dans l'essence de ce que je suis, et pas dans toutes les projections qui se manifestent tôt ou tard par nos incohérences, nos limitations, parce qu'on en a tous, donc on va forcément assister à des scènes qui sont pas possibles, quoi. Et qui nous concernent, parce qu'elles renvoient à un écho des conséquences de notre positionnement. Mais après, tu peux aussi réaliser que ça, c'était pas moi. Et ce qui se passe là dans la réaction de tout l'univers autour de toi, il veut vraiment te dire, alors, t'y crois à l'illusion ou t'arrêtes, tu vois, Et là, faire le sacrifice de s'être empégué avec l'illusion et de abandonner ça et reprendre son énergie en disant merci, tu vois, là, c'est géant. Les musiques de cet épisode, inspirées des mantras traditionnels du Kundalini Yoga, sont interprétées par Satyavrati et ses amis. Après, moi, je ferai une distinction entre des circonstances heureuses où on est plutôt joyeux et à la limite même des fois indifférent ou pas totalement awake, éveillé, avec une constance. C'est ça, bien sûr. Qui est au fond du sac et que moi, c'est ça que je prends pour bliss, quoi. Bien sûr. C'est aussi, on peut dire, la chance, quoi.
c'est se sentir que la vie te sourit, quoi qu'il arrive, quoi. Il y a quelque chose au fond qui est toujours un grand sourire, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Quand on regarde l'enseignement du yoga, alors là, bon, on se prend à un autre niveau. Satchitananda, la consécration de l'état du yogi, c'est quand même le samadhi, donc la béatitude. Donc cette bliss, ananda, c'est une qualité intérieure. C'est pas lié à l'événementiel extérieur. Et effectivement, on peut ne pas les connecter à ça. Dès qu'on est pris dans la dualité où on se compare, on est en une évaluation comparative des situations, on est mort, parce qu'on va forcément aller de moments joyeux à un moment complètement dépressif. Parce que là, moi je pense que c'est pas malheureux, c'est dépressif. C'est quand tu perds le sens du soi tel qu'il est, c'est là qu'arrive la dépression. La dépression, c'est une chute dans un... C'est comme si la terre te quitte sous les pieds. Tu as perdu ton sol, quoi. C'est foutu. Tu vois, donc, quelque part, inconsciemment, et tant que j'étais vraiment dans la dualité, comme tout le monde, hein, c'est pas parce que je ressentais ça que j'étais pas non plus... J'ai aussi vécu ce qu'on appelle les circonstances karmiques, de réaction, de manquement, d'échec. J'accompagne des gens dépressifs qui ont coupé avec ça. En fait, c'est comme si... c'est difficile à comprendre pour moi, vraiment, la dépression, parce que c'est... Même si les moments c'est désespéré, j'ai pas eu accès à ça. Donc quand les gens sont en dépression, pour moi c'est vraiment qu'ils ont coupé. Donc ça c'est un saboteur intérieur qui coupe le lien avec les forces de l'âme, les forces de la motivation. Pourquoi tu es venu ici originellement, même sans le savoir, c'est inconscient. Mais il y a un super saboteur qui vient te priver de cette connexion-là. Donc je pense que c'est des énormes peurs de faire face à des situations où on n'a pas développé les outils ou les forces qu'on a besoin quand on fait face à des situations impossibles, quoi. Tout est là, hein, parce que je vois les enseignements, la méthodologie d'enseignement des maîtres classiques, alors il y a 2000 ans, hein, parce qu'aujourd'hui on en est loin, mais c'est d'amener l'élève dans une situation complètement impossible. Oui. Parce qu'à la limite, il va trouver la connexion, ou alors il passe pas. Donc c'est toujours le truc où ça passe ou ça casse, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est quand même, c'est ce qu'on dit justement, le yoga quelque part à un certain moment, ça peut être entre guillemets dangereux, dans la mesure si ça te mène au bout d'une existence, au bout de cette falaise où tu ne vois pas comment tu vas passer, ben ça casse. Ça casse. Donc, mais je pense que cette expérience-là, si on se la donne, c'est pour plus y revenir. Tu vois. Mais je pense, tu vois, on appelle ça Shaktipat dans notre jargon. C'est un moment de non-retour où le doute est tellement énorme que soit il se transforme en feu de joie et feu de confiance qui est la foi, soit il te percute et t'es mort. Mais mort même physiquement. Je veux dire, tu peux te donner la mort par le cancer, par des maladies terribles, par des accidents, par un manquement à un moment donné. Mais c'est quand même toi, ultimement, même si c'est ton inconscient, c'est quand même... Tu es responsable de l'inconscient, c'est pas l'inconscient, c'est quelqu'un d'autre. Non, ça fait partie de nous. Donc je pense que celui qui t'amène à ça, c'est qu'à un moment donné, quand on a traversé cette expérience-là, je pense que du coup, on n'y reviendra plus, on n'a plus besoin d'y revenir. Tu vois, la vie, en fait, pour moi, je la vois vraiment tranchante et en même temps gentille. C'est-à-dire qu'elle veut t'amener gentiment au-delà de tout ce que tu peux faire pour te limiter. Et quelque part, ultimement, elle ne donne pas le choix. Donc c'est où on comprend ce sens-là et on accepte, et du coup on va la trouver cette joie. Parce que là on est dans le flot de la vie, on va avec ce que la vie demande, du coup pourquoi on ne serait pas en joie avec ça? C'est quand on est en contradiction, en contravention avec ce que la vie veut pour nous,
et qu'on pense qu'on va faire mieux ou différemment ou autrement, qu'il y a un saboteur qui se met là-dedans, dans l'inconscient, et c'est toujours basé, c'est une fausse idée qu'on a de soi, c'est une illusion à cause qu'on se cache une peur. Tu vois. Je pense que l'ennemi de la joie, c'est la trouille. Hein. C'est la trouille. Ah ouais, je pense clairement. que c'est ça. Ouais. Parce que ça amène tout le monde à être victime, à se plaindre, et du coup à remettre la responsabilité sur Bien sûr. les circonstances. Voilà. C'est le système éducatif qui nous tente Ouais. à vouloir nous identifier à une personne pensante. Donc je suis ce que je pense et que tous les quotas, c'est lié sur mes résultats aux examens. Là déjà, il y a une source de dépression énorme parce que je n'honore pas qui je suis. Et cette joie-là, ça ne fait pas partie du lot. C'est sûrement... Non, il faut des résultats. Il faut être capable de penser. Et on pense sans joie. Parce que je vois les gens que j'ai côtoyés qui étaient brillants intellectuellement, bah finalement, ils trimballaient une vraie tristesse cachée. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se l'avouer. C'est pour ça qu'ils créent des clubs, on pourrait dire des clubs de bien-être, où on va surtout se jurer qu'on ne va jamais parler de notre manque de joie. Donc on va créer de la joie distractive, intellectuelle, des jeux, et puis après tout. Ça va même jusqu'à l'échangisme. Donc voilà. Mais là, quand on est bloqué par l'identification intellectuelle, je ne vois pas comment on peut retrouver la joie. Et alors du coup, on ne la voit plus dans la nature, parce que même te promener dans la nature, si tu n'es vraiment pas brisé par la nature ou le sport ou quelque chose qui va te pousser à aller au-delà, tu ne vois pas la nature, tu ne peux pas la voir, tu l'analyses, tu es dans une autre perception de ce qui est. D'ailleurs, quand on fait l'éveil de soi, par exemple, on amène les gens dans ce sorte d'espace qu'on dit chamanique ou magique, mais c'est tout le temps là, c'est juste tout le temps là. Sauf que, alors qu'on perçoit tout par l'intellect, on n'arrive pas à voir ce que la nature nous exprime. On voit tout en formule florale, le sol comme ci, l'acidité, le soleil, l'hydratation. On ne ressent pas ce que la forme d'un arbre peut te dire comme un miroir de soi. En fait, la nature peut être parlante comme un miroir du soi intérieur. Si on n'a pas de connexion à ça et qu'on est tout dans la projection, on va voir qu'une projection mentale de ce qu'on est. Alors que là, donc là, c'est coupé. Là, c'est coupé. Ah ben non. Et du coup, on coupe aussi le ressentir. Parce qu'on peut créer de l'émotion intellectuellement aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est en prise dans la ressentir de ce qui est. Mais on ressent des émotions, forcément. Un Macron, ça ressent de l'émotion. Tu vois bien qu'il pique des crises, il est complètement hors de lui-même. Ce gars-là, il ressent des choses. Mais tout ça, c'est du fabriqué. C'est pas dans l'être profond qui ressent ce qui est là. Donc là, on est constamment dans le réactif, sans le voir, sans le savoir. Moi, je pense que la première coupure, c'est ça, c'est entre le cœur et la tête. Quand on a été induit à vraiment pas valider ce qui est perçu par le cœur comme étant une faiblesse, ou comme étant pas rationnel, ou comme étant pas démontrable, eh ben, on va valider toutes nos autres façons de percevoir le monde. Et du coup, même dans la nature, ça ne va pas te ramener. Il va falloir passer des séances. C'est ce qu'ils font maintenant d'ailleurs. Ils ont fait des hôpitaux dans la forêt. Ils amènent les gens à se promener. Juste c'est une promenade de guérison parce que t'as vu un arbre ? De reconnexion. Non, j'ai jamais vu un arbre en fait. J'ai jamais vu quoi. Donc la coupure, la joie, c'est comme les humoristes, c'est la chute. La joie explose dans la chute du paradoxe. Donc, tant qu'on est d'un côté, on ne va pas pouvoir être joyeux. Si on a pris un a priori sur une définition de la réalité, on ne pourra pas rire. Là, voilà. Je pense que tout nous rit au nez parce que tout est paradoxal. Si on ne peut pas s'ouvrir au paradoxe, on est dans la prise de position, on est unilatéral, on est d'un côté de la chose. On ne prend pas les deux. Du coup, on ne peut pas rire. Pas vraiment.
Ou alors on va rire, on va être l'objet de la risée. Et là, c'est dur à prendre. Tu vois des différences justement sur cette perte ou reconquête de la joie entre les hommes, les femmes, le rapport à la joie entre les hommes et les femmes, d'après toi, comment ça se joue? Ben là, on est dans cette bipolarité de la chose, c'est-à-dire que le paradoxe de la femme, c'est l'homme, et le paradoxe de l'homme, c'est la femme, puisque c'est l'entité, on pourrait dire, opposée complémentaire. Donc ça, c'est ce que disait Jung, c'est son inconscient. Donc l'aspect gendré, projeté, est une image de son inconscient mutuel. Voilà, donc si on croit au gendrage, on va jamais rigoler. On va jamais rigoler, c'est la guerre. Ça fait 2000 ans qu'on se bagarre. C'est la guerre des gens. Mais si on comprend que l'autre c'est la chute et qu'ensemble on peut rigoler, bah, là c'est autre chose. C'est l'autre nous amène au bout de notre côté, je pourrais dire, de notre genre. Donc si on accepte de danser avec ça, c'est ça la danse de Shiva en fait, c'est qu'il n'y a pas la féminité extérieure ou séparée, c'est une danse avec. Et là on est dans la chute du paradoxe, on rigole. Tant qu'on est en séparation, ça veut dire qu'on n'a pas embrassé son propre inconscient. En fait, c'est là que ça revient. La relation extérieure nous conduit à descendre dans l'acceptation qu'on a nous aussi l'autre partie et qu'il n'est pas juste extérieur et que c'est en jouant avec, encore une fois, et en allant au paradoxe qu'on va pouvoir résoudre. Parce qu'on ne peut pas affirmer qu'on est soit ça, on est les deux. Mais est-ce que ça bouge? Est-ce que ça circule? La plupart du temps, c'est en arrêt sur image, féminin, masculin, s'ils se font face, ils sont séparés, alors que ça peut circuler. Je pense que le yoga, c'est ça aussi, c'est ces deux. Là on voit la polarité conscient-inconscient, mais quand ces deux-là se mettent en mouvement mutuel, c'est que l'inconscient qui est plus juste le domaine de l'ombre, mais l'expression du souhait de l'âme qui était resté oublié, voilà. Quand le conscient va l'accepter, du coup l'ombre va faire partie du chemin. On ne va plus l'exclure. Ça va ensemble. Pour moi, c'est pas la femme qui est l'ombre de l'homme, ça n'a rien à voir. Mais elle est l'expression de ses ombres, mais elle est aussi l'expression de son âme. Dans le processus de... Donc l'intégration, c'est pas que j'intègre les caractères féminins, c'est je m'ouvre à la vulnérabilité que l'énergie qui n'est pas mon énergie habituelle, qui n'est pas polarisée comme ce que je connais, me pénètre et se met à circuler tant bien que la mienne peut pénétrer l'autre. Et du coup, c'est ça le tantra. En fait, c'est qu'on s'interpénètre en laissant l'énergie libre, qui nous n'est pas habituelle, qui est complètement polarisée, de bouger avec la nôtre. Et je pense que l'unité, c'est pas que les séparés deviennent un, c'est qu'ils se mettent à bouger. Et c'est dans le mouvement circulaire, dans cette dynamique-là, que l'unité, elle est exprimée. Mais les paires d'opposés, elles sont toujours là. Le frottement des polarités qui crée de l'énergie. Qui crée le feu. Voilà. Le feu, ouais. Voilà. Encore une fois, c'est le paradoxe. Ce qui semble être opposé, finalement, et c'est vraiment notre perception qui crée tout ça. Parce que par lui-même, si tu vois, toute l'école, elle repose sur ces 7 principes du Kybalion, donc le principe de polarité, c'est universel. Tu retrouves ça partout, dans le Tao, dans le Zen, dans le bouddhisme. C'est les premiers qui s'ouvrent à voir, ils voient que on peut être soumis à la polarité si on a la tendance de prendre un côté, ou on embrasse la polarité qui devient une farce. Et on en revient toujours à la farce. Et oui, parce que c'est ça le truc, ça ne s'oppose pas, donc qu'est-ce qui se passe? Je pense que l'essence de la joie, elle est exactement à ce moment-là, quand on
sort de la dualité, ce moment où ça résonne. Notre joyeuse promenade avec Satyavrati reprend, à l'instar du Truman organisé ici chaque été, sur les vertus de permettre aux hommes de cheminer entre eux en conscience. Et puis nous parlerons de polarité masculine et féminine, de relations conscientes et d'amour. Alors ça, moi je dirais, c'est un travail éducatif où on peut, dans un contexte sans menace, parce que c'est le truc, c'est comment on peut être safe, comment on peut être en sécurité, avec tous nos a priori et nos perceptions séparées, eh ben, allons dans la séparation à fond, et puis voyons comment on peut, justement par les différentes expériences. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les différences d'âge. Quand, par exemple, on fait un groupe d'hommes avec toutes les générations, là on voit comment chacun se positionne à différents étages, quelle que soit l'âme, hein, c'est pas spirituellement avancé ou pas, là c'est vraiment pratiquement comment l'âge, le temps nous enseigne une perception de la vie différente. Et comment quelqu'un qui a maturé, même s'il n'a pas découvert Anand et la réalisation, il peut être bénéficiant pour quelqu'un qui démarre, qui est complètement paralysé devant. La paralysie, ça vient, j'étais protégé par les parents, j'étais protégé dans le ventre de la mère. Comment je vais survivre sans eux? Donc, pour l'un comme pour l'autre, c'est le même dilemme. C'est quand je suis par moi-même, j'ai toujours cette mémoire de « putain, ils sont pas là, comment je vais m'en sortir ?» Et il y a une appréhension phénoménale d'être seul par soi-même, quel que soit le genre. Donc quand on se retrouve dans le même genre, en fait, on va se renforcer sur le fait qu'on peut vivre sans parents. On est tous les enfants de la veuve. Donc, comment t'as fait toi, tu vois? Et cet échange, là c'est du compagnonnage. En fait, on va retrouver les compagnons de cheminement
qui ont fait face au même type de problématiques, même peur, même insécurité, même doute, même manque de pouvoir, en fait, de puissance, et qui vont se renforcer, je veux dire, les uns les autres. Parce que le jeune qui vient, le vieux qui est un vieux con, qui a tout brûlé et qui comprend rien, quand il voit le jeune qui veut encore aller se brûler, ça va peut-être lui donner une étincelle de regain. Et de la même façon que le jeune con qui ne veut pas croire dans l'ancien et la sagesse, va entendre une parole qui va dire « Merde, ouais, je peux peut-être aller plus lentement, tu vois, je peux peut-être avoir plus de patience, enfin, je sais pas. » Il y a quelque chose à échanger entre les générations, dans le même genre, qui est une sagesse innée du temps, en fait. À travers le temps, on découvre une sorte de sagesse. C'est le premier teacher, hein. L'enseignant, c'est si on ne va pas vite et qu'on ne se brûle pas, eh ben, le temps nous enseigne, de toute façon, qu'on le veuille ou non. Donc si on combine ça, on a déjà là un enseignement, juste par les différences d'expérience, qui peuvent bénéficier, dans les deux sens. Je ne dis pas que c'est les anciens qui bénéficient des jeunes, c'est dans les deux sens. Donc ça, c'est déjà une chose. Et l'autre, c'est quand on a peur de l'inconscient, forcément, on a peur de la femme. En tant qu'homme, là, tu me parles. Tu parlais au début de créer un espace sécure, donc ça, c'est... C'est ça, c'est parce que 99% des hommes, ils ont peur de leur inconscient, du coup, ils ont peur de la femme, même si c'est inavoué. Même si c'est inavoué. Donc, aller se rencontrer en partageant cette peur, elle disparaît. Si on est capable de la partager, elle s'en va. Si je vois, ah bah toi aussi, ah oui, je ne suis pas le seul à planquer ma trouille. C'est que si on l'a ensemble, du coup, on peut l'oublier, on peut la laisser partir. Oui, je pense. C'est ce qu'il disait. C'est ça. Ce qu'on disait, c'est une neurosis, une névrose, une obsession. Si tu la mets à poil devant toi, elle part en courant, instantanément. La stratégie de cacher, c'est ça qui nous démolit. Donc, entre hommes, on peut arriver à ça. Et après, évidemment, il y a toutes les dégradations, comment on pourrait dire, les glissades possibles, si tu veux, ou la misogynie. C'est-à-dire que se sentir fort entre hommes, c'est une catastrophe. Bien sûr. Parce que c'est pas ça, c'est se sentir seul, fort avec toi-même, qui permet d'embrasser tout ce qui est là. Mais on va pas, sinon c'est l'armée, quoi. Bien sûr. Donc il ne s'agit pas de créer des groupes d'hommes pour, voilà, je sais pas, trouver de la force en collectif, quoi. C'est pas ça, hein. C'est pour trouver sa force à soi. Est-ce que ça peut être aussi une manière de réparer aussi les blessures qui ont été faites du masculin au masculin en étant... Alors ça c'est l'autre, ça c'est absolument. Ah oui, ça je l'ai vu tellement de fois. Ah oui, alors là c'est l'autre blessure, c'est pas la blessure... c'est le père-fils, la relation père-fils qui est blessante, hein, et donc qui se traduit à travers les hommes qu'on rencontre dans la vie et qu'on va manifester comme ennemis, hein, parce que si on est impotent ou impuissant, on va devoir démolir un personnage puissant pour prendre sa force. C'est la loi des hommes, ça. Wow. Absolument. On appelle ça le chevalier rouge, hein, on a les yeux remplis de cette obsession, je dois devenir puissant. Tu vois, et ça vient du fait que intérieurement, je suis convaincu que je ne le suis pas. Mais ça peut être aussi une inspiration à se dépasser. Mais à un moment donné, dans l'illusion, on va s'attaquer à beaucoup plus fort que soi, jusqu'à temps qu'on le démolisse, se prouver qu'on est plus fort. Donc ça, c'est toute une histoire de tripes de pouvoir, homme à homme, souvent. Tu sais, c'est le poulidor, quoi, celui qui est toujours numéro 2 dans l'entreprise et qui rêve que d'un truc, c'est faire tomber le numéro 1, quoi. On voit ça tout le temps. Et donc c'est un complexe. Hein? Comment ça se là prépare, oui. Ça Là effectivement, si on a un cercle avec des hommes justement de différents positionnements, on va pouvoir ouvrir. De la même manière, comme sur la névrose, tu vois, simplement en mettant ça en lumière. Dans les sociétés, c'est une hiérarchie. On n'a pas accès à la guérison là-dedans. C'est comme si c'était organisé pour qu'on n'y arrive pas. Tu vois, donc on va se battre, toute sa vie, on va se battre pour avoir un poste, une position. Tandis que si on s'assoit en cercle avec des gens qui sont justement, par exemple, des leaders et d'autres des suiveurs, bon, ben, ça va créer
ça va créer tout autre chose. Si un leader, il est dépouillé de son pouvoir de leader dans son entreprise, mais qu'il est là en tant que leader par lui-même, tu vois, et celui qui a toujours rêvé d'être lui, et qui est assis là, il va y avoir une osmose, il va y avoir un truc qui peut se passer. Donc là aussi, c'est Et qui se des passe. différents... Surtout si on rajoute un feu de bois au milieu et qu'on se rattache Ça, c'est le, alors ça, c'est le et- truc, c'est de tomber les barrières sociales dans ces ateliers. C'est ouvrir la porte à ce que des gens de n'importe quelle classe sociale, entre guillemets, puissent s'asseoir là en égalité, quoi. Donc ça, c'est créer un espace comme ça, c'est pas simple. Parce qu'en général, les gens, ils n'en vont pas se mouiller, s'exposer dans un milieu qui n'est pas de leur fréquence, quoi. À part quand ils sont vraiment, vraiment au bord du gouffre. Ben, ça, moi, ce que j'appelle, c'est la chance de la dépression. C'est ça. Parce que si dans ce monde-là, on n'est pas dépressif, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. Franchement. Moi, les gens qui viennent en me disant je suis dépressif, je dis ah, enfin, super. Tu vois, es-tu vraiment dépressif ou tu te plains de la dépression? Parce que si tu es dépressif, ça veut dire que ton âme, elle est vivante. Il y a quelque chose en toi qui n'accepte pas que les choses soient comme ça. Tu vois, mais tu ne sais pas par où le prendre. Donc, mais là, tu as une force. Dans la dépression, il y a une force pour remonter, quoi. Voilà. Je pense que c'est un signe que les gens sont prêts à s'éveiller quand ils sont en dépression. Ouais, il y a aussi un retour à la joie dans la sexualité. On se rend compte quand même que souvent la sexualité masculine est pas très très joyeuse. Ouais, Et ça en de est loin. remettre de la joie dans la sexualité était aussi un moyen de reconnecter. Bah, quand on est dans les 3 instincts, on est dans les aspects exacerbés des ombres aussi. Donc du coup, Quand force. tu dis les 3 instincts, Bah oui, la survie, le premier chakra, D'accord. le sexe, le Ok. deuxième chakra, et le pouvoir dans le 3e chakra, le triangle inférieur. À chaque fois qu'on est dans comment on pourrait dire, une dynamique qui est liée à un manque dans ces niveaux-là, on n'a pas de joie. On n'a pas de joie du tout. L'incompréhension de la relation sexuelle, forcément, si c'est donner du plaisir en contribuant et en sachant soi-même accepter, accueillir le plaisir, là, ça fonctionne. Mais si tu espères que le plaisir vient à cause de l'autre, là, ça ne va pas fonctionner, quoi. C'est exactement le miroir, la même chose, quoi. Donc c'est une escalade de frustration exacerbée. Dans le pouvoir, c'est pareil, et dans le sexe, c'est la même chose. C'est que on est au maximum de l'intensité là, de la frustration. Dans les deux sens, Dans hein, les deux masculin, sens. féminin, c'est pareil. Donc on a toute une... Pareil, c'est encore une culture à redévelopper sur embrasser son corps comme il est et le connaître un peu mieux quand même. Parce que finalement, l'éjaculation, ça n'a jamais rendu personne heureux, quoi. Ça compense et puis ça finit. Mais c'est pas ce qui fait élever la fréquence, expandre ta conscience et t'amener à un contentement d'un autre niveau. Pourtant, la source, elle est là. Elle est bien dans l'énergie sexuelle. Donc on ne sait pas la gérer. On est au béaba. C'est clair. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est toute une éducation à revoir. Ouais. Et là, je pense, contrairement, évidemment, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas accès, c'est encore malheureux, mais celles qui ont fait le boulot, elles y arrivent plus facilement que les hommes, je pense, d'une certaine façon. Le boulot de Ah, reconnecter. de l'orgasme, Oui. de l'extase Oui. sexuelle. C'est ça. Un mec, il va peiner, parce que c'est un travail, quoi. C'est pas automatique. Enfin, peut-être Oui. 1 sur des millions, mais... Et comment tu interprètes cette tendance qu'on observe des hommes à aller chercher cette joie dans la relation, dans la polarité féminine? Ah, ça, c'est la dynamique, si tu veux. Moi, j'appelle ça l'homme qui utilise, entre guillemets, la femme et l'énergie féminine pour s'initier lui-même à plus que ce qu'il est. Donc, elle est une source d'inspiration. Et il la recherche, il l'attire quand il est désespéré, justement. Quand il ça. perd pied, C'est ça. il va attirer, mais que c'est son inconscient dans lequel il ne va pas plonger par lui-même. Du coup, il va amener une femme puissante, hein, c'est dans les archétypes féminins, la Lilith, la femme libre, la femme rayonnante, la femme, mais qui elle aussi est désespérée d'être coupée de l'amour parce qu'elle
Elle court après, puis elle ne le trouve pas vraiment, mais elle est complètement une bombe pour l'homme. Donc c'est une projection idéalisée de son inconscient dans une femme libre, puissante, rayonnante, qui va l'inspirer, une source d'inspiration qu'il n'arrive pas à trouver en lui, une automotivation. Et du coup, effectivement, quand on rencontre ça, c'est la bombe de joie. Mais je suis passé par là aussi. Mais c'est une bombe de joie conditionnelle, donc ça ne connecte pas à cette joie. Ben, c'est-à-dire qu'elle va vraiment. t'amener au désastre. Elle va t'amener là où tu ne voulais pas aller. C'est-à-dire que en premier, il y a deux, c'est l'illumination de la femme qui est la prêtresse, la muse, la source d'inspiration, le pouvoir qui se réveille en toi, mais du coup tu te rends compte, si tu es vraiment honnête, tu n'as pas besoin de passer ton temps avec elle, tout ce qu'il te faut c'est qu'elle t'inspire. Et c'est l'inspiration qui te fait vivre, c'est pas d'aller vivre avec elle. C'est pas ce qui va se passer, parce qu'elle ne s'attend pas du tout à avoir un gars qui est jamais là. Tu vois, parce que quand toi tu es motivé, tu n'es jamais là. Donc elle fait la gueule après, elle rigole plus. Là, et oui. Et donc, du coup, et toi, tu rigoles quand tu es source. sur ton cheval, tu pars à ta quête, là, tu es motivé, tu as retrouvé la pêche. Tu vois, c'est la joie de repartir à la conquête. Et elle, tu la laisses sur le plan de la route en disant bah ouais, merci, oh, c'est top. Hein. Donc là, c'est. Mais si on reste avec une personne comme ça un peu plus longtemps que cette scène-là, on va se retrouver assis à quatre, ses ombres et les tiennes. Et alors là, c'est une partie de poker, hein, parce que là, ça devient de nouveau, tu m'as trompé. Parce qu'au moment où on voit la stratégie de la femme qui m'a illuminé, inspiré, etc., qui a fait ça, elle, pour se prouver qu'elle peut aimer et être aimée, et toi qui as fait ça parce que tu étais paumé, dépressif, sans motivation, tu avais perdu la pêche pour ta propre quête, là, tu as ton ombre avec toutes les peurs et tous les machins qui remontent, et la manipulation. Donc on se retrouve face à face avec deux manipulateurs qui se révèlent. Ah, c'est inacceptable. Donc là, c'est la guerre. Hein. Là, c'est la guerre. Donc c'est les phases classiques de rencontres inspirationnelles qui te redonnent la pêche et qui t'amènent de nouveau au mur de l'impossibilité. C'est tant qu'on nourrit la conscience du manque, avec l'espoir que ça va être comblé par une rencontre, l'âme sœur par exemple, qui est un truc complètement un mythe, et bien là on va à dame. C'est pas possible puisqu'on est un par soi-même. On est complet dès le départ. C'est juste qu'on n'a pas embrassé cette complétude. Donc dès qu'on la projette sur un autre, ça va pas être rigolo. Donc c'est ça le saut entre l'espoir et le désespoir. Et dans le tantra, on a la troisième polarité, c'est le non-espoir. C'est qu'à force de t'épuiser dans ces cycles-là, et à chercher justement à trouver cet excitement, cette joie de partir dans la vie à fond la caisse, eh ben, tu vas trouver une motivation dans le non-espoir. Il n'y a plus besoin de nourrir un espoir en quoi que ce soit. J'ai trouvé mon auto-excitation, entre guillemets. Tu vois, cette motivation intérieure, c'est ça l'âme en fait. La force de l'âme, c'est celle qui te fait rêver et réaliser qui tu es sans limite. Tant que tu n'as pas touché ça, on le cherche dehors. Et c'est l'alternance donc, des joies et des peines. En fait, moi je le vois comme ça. Si on met la joie dans la polarité, c'est forcément joie et peine. Elles dansent ensemble et on passe de l'un à l'autre constamment. Mais ça, c'est pas ce que je parlais avant de cette bliss fondamentale qui étude, qui met un sourire. Tu vois, des fois, on a un slang en français, une sorte de où on dit le monde appartient aux innocents, aux imbéciles. Oui, oui. Mais l'imbécile heureux, c'est pas juste couillon. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que quand tu arrives à ne plus être bouffé par ces fantasmes mentaux, bah forcément, tu reviens à cette vraiment. L'imbécile heureux, en fait, est-ce que c'est pas simplement la folle sagesse presque? Voilà. Oui. Je pense que c'est ça. Oui, Oui. effectivement, c'était encore une manière de nommer ça pour le réprimer. Oui. Oui. Ouais. Et alors, je ne sais pas sur ce chemin-là si
c'est pas une expression qui vient des hommes, de dire tiens c'est un imbécile heureux. Ça me semble être une expression vraiment masculine. Masculine. On observe beaucoup quand même cette brimade du masculin sur la joie, sur cache ta joie. Cette énergie parfois du masculin à briser la joie du masculin, ou même du féminin d'ailleurs. Pourquoi masculiniser? Parce que je pense que le masculin, et ça c'est pas juste une image d'Épinal, il perçoit le monde a priori avec la tête, pas avec l'émotion. Donc la tête c'est une stratégie, c'est une politique, c'est je dois aller quelque part, je serai heureux à cause de ci, par ça, si je vais là. Donc, c'est ça. Donc imbécile ça veut dire j'abandonne ces stratégies. Ouais. Pour un homme, il se voit imbécile quand il n'a pas une stratégie où il est en contrôle de la situation, où il sait où il va, etc. Donc Tu vois, il y a un enjeu à sortir de ça. Absolument. Donc d'une certaine manière à sortir quand même de quelque chose qui est ancré, il semblerait, dans le masculin. Bah oui, je pense que c'est un peu... ça a été... oui, je sais pas, alors là je ne saurais pas dire si c'est vraiment la tendance du masculin en général, parce que je pense que là on est en train de s'émanciper de tout ça. Enfin, Oui, la sûr, mutation de l'homme bien sûr. aujourd'hui, c'est qu'on arrive à intégrer plus de la femme, donc du coup à être moins là-dedans. Oui. Et à être plus vulnérable et s'ouvrir plus à l'émotionnel, du coup à être plus idiot. Mais retrouver le sens de l'humour. Il y a quelque chose comme ça. Quand tu vois l'évolution de la société les dernières 200 ans avec les progrès techniques qui sont quand même fondamentalement masculins,
on est dans une société phallocrate, dirigée par les hommes, la politique par les hommes, et les femmes qui se rebellent pour vouloir devenir comme les hommes. C'est complètement stupide aussi. Ouais. Parce qu'on doit complètement muter. C'est pas de donner un droit aux femmes d'être aussi cons que les hommes, c'est pas ça qui va faire avancer la société, quoi. Non, je pense que l'homme, il doit évoluer, et il est en train. Et je pense que les femmes aussi, à travers leur crise de s'identifier au masculin, elles travaillent sur l'inconscient. Et du coup, on va retrouver un sens de l'humour ensemble, parce que c'est ça qu'on avait perdu, hein, quelque part. Et c'est pas un jeu de rôle, effectivement. On peut travailler avec c'est ça l'androgyna. Je pense qu'on va vers une civilisation nouvelle, avec complètement d'autres besoins. Je pense pas que la joie soit l'apanage d'un genre, hein. Je dis, c'est justement, elle commence quand on est juste au-delà, juste dans la rencontre des deux, l'acceptation des deux, et de voir que en fait ça tourne entre les deux. C'est ça la joie. Bien sûr. Tu vois, donc je pense que pour la femme, je peux pas me mettre vraiment dans ses chaussures, mais elle a par résonance sa propre coupure de la joie aussi. Je pense pas qu'elle est plus joyeuse que l'homme, hein. On a les deux une façon de se couper de ça et de penser que grâce à l'autre on va y arriver quelque part, et que on peut le retrouver par soi-même, en soi. Et du coup, si par exemple un homme est dépressif, la femme ne va pas avoir la tendance spontanée de vouloir le changer, qui est une catastrophe, parce qu'elle lui fait croire dans son illusion. Elle va encourager l'illusion. Tu vois, donc le positionnement féminin-masculin, où on encourage, en fait, paradoxalement en voulant aider l'autre, le problème, où on renvoie une image mais bienveillante de la personne à elle-même, et à ce moment-là, il y a une expansion d'énergie dans la relation. C'est différent. Tu vois, donc là, je me mettais du côté de la femme, mais c'est pareil pour l'homme par rapport à la femme. On n'est pas là pour les changer, on n'est pas là pour les sauver, on n'est pas là pour les protéger. Tout ce machin-là, ça doit partir. Donc on ne peut pas tomber dans ces pièges-là où du coup, on devient l'objet du jeu de la femme qui demande à être protégée ou qui demande inconsciemment sécurité ou je ne sais pas quoi. Et non, on renvoie ça et du coup, elle est bien obligée d'assumer son propre besoin. Et ça, renvoyer l'image bienveillante. Ah bah ça pour moi concrètement, c'est le futur de la relation. Plus précis, c'est quoi renvoyer l'image bienveillante? Bah, nous on appelle ça la résonance. La résonance, c'est-à-dire que je ne prends pas ton état vibratoire émotionnel, qui est polarisé, mais je reflète. Je te fais prendre conscience que c'est ça ton état. Parce que quand on est dans chercher quelque chose en dehors, on n'est pas conscient en soi qu'est-ce qui manque. On pense que c'est complètement légal de demander ça. Et si toi tu te mets pas dans ce jeu-là et que tu renvoies l'image de ça, elle prend conscience que ah waouh, j'avais quelque chose en moi qui me poussait à vouloir ça et qui est quelque chose qui est blessé. Donc en fait on peut s'aider mutuellement en ne se prêtant pas au jeu de l'autre dans l'intrigue de possession, en fait, quelque part. C'est le tantra noir, hein, c'est quand l'autre envoie des hameçons pour se faire brocher. Si on voit ça, le problème, c'est qu'il faut le voir. Tu vois, sinon, on ne va pas pouvoir faire l'économie d'une blessure, parce qu'on va revivre la blessure en étant pris dans le jeu. Si on le voit et qu'on est guéri de ça, on renvoie l'image, on ne rentre pas dedans. Et là, c'est souvent mal perçu avec nos mémoires. En fait, c'est perçu comme « tu m'aimes pas ». Mais en fait, c'est l'opposé. C'est parce que je t'aime, je ne rentre pas dans ton personnage, ou ce que ton personnage me demande. Si je risquerais de l'alimenter, donc vaut mieux pas. Ah ben de toute façon, c'est pas que je risque. C'est dès que je mets le doigt dedans, et je me compromets moi. Parce que là, je suis plus intègre. Tu vois, je rentre dans une relation empathique, narcissique. Je considère que ton besoin est narcissique et que moi, je suis là pour combler le manque. Inconsciemment, c'est ce qui se passe. Donc, refuser de faire ça, l'autre, il est frustré sur le coup, et après, il vient me dire merci. Tu vois, parce qu'il réalise quelque chose qui lui appartient et que tu lui as permis de voir.
Donc je pense qu'on va dans un autre niveau d'amour qui est pas du tout ce qu'on a connu avant. L'amour émotionnel. Voilà, ou empathique ou bienveillant. Non, c'est dur. C'est pas bienveillant du tout de dire non. Ouais. En apparence, hein, en apparence. Je pense qu'au fond de toi, c'est la paix, d'abord. C'est que tu n'es pas ébranlé par la demande de l'autre qui est dramatique. Et que la joie, elle explose dans le paradoxe du fait que tu m'as renvoyé à moi, et là, enfin, je suis content de ça. Tu vois, et là, d'un seul coup, il y a un contentement qui explose, qui n'a rien à voir avec combler ses besoins ou machin. C'est réaliser quelque chose qui me manquait, et que là, je vois, ça ne me manque pas, et je rigole. Tu vois, donc, je pense que la joie, elle vient après. Il y a une première phase de frustration, même de colère, ça peut être de revanche, de ressentiment. On respire un bon coup et on laisse passer cette vague, et puis on regarde dedans. Et c'était quoi cette entité en moi qui était régressive, le petit enfant qui a besoin de sa confiture et qui l'a jamais eu. Voilà. Et là, quand tu vois ça, tu rigoles. Tu vois, là, il y a un moment où c'est là qu'on arrive de nouveau à la chute de l'histoire. C'est le clown triste et le clown rigolo, quoi. Tu vois, c'est ensemble, ils vont faire l'humour. Je pense qu'on peut contribuer justement à ne pas empiéter l'autre dans une dynamique comme ça d'esclavage, de dépendance, de machin, et par la résonance et en renvoyant, en faisant l'effet miroir. En fait, c'est ça le féminin. Le féminin, c'est le miroir. Autant dans la femme que dans l'homme, c'est au moment où tu peux faire miroir, ça. Alors après, il faut l'accepter. Donc je pense qu'il y a une chose à... D'abord, il faut s'éduquer en disant, mais je ne peux pas continuer de contaminer le monde avec mes besoins. Tu vois, il faut que je change d'attitude. Si après on rencontre un partenaire, disons plus constant, avec qui on va partager un bout de chemin, il faut complètement discuter de c'est quoi le sens de notre relation. Tu vois. Et si le sens de notre relation, c'est d'arriver à cette chute, manifester l'humour sur mes parties qui sont dramatiques, et que c'est ça notre accord, alors on va accepter que l'autre soit par moments cruel. Si tu veux, parce que le petit enfant qui n'a pas son bonbon, il voit l'adulte qui lui refuse comme cruel, tu vois. Donc, alors que c'est l'opposé. Il fait ça parce qu'il l'aime, tu vois. Voilà. Donc je pense qu'on est en train de changer le relationnel pour découvrir une autre joie beaucoup plus profonde, qui est celle de découvrir mes limites et de les abandonner. Là c'est de la vraie joie. C'est sans limite, quoi. C'est Super. Merci les hommes de joie. Oui. Merci. Si ce témoignage vous a inspiré, partagez-le et recommandez les hommes de joie autour de vous. Ce podcast est encore un bébé. Il a besoin de votre soutien, de vos encouragements pour se déployer et de vos témoignages pour créer ensemble les prochaines saisons. Alors, si cette investigation joyeuse vous inspire, contactez-moi et faisons ensemble triompher la joie en nous, autour de nous, la joie partout. Les hommes de joie, pour l'éternité, hein, pour l'infini. Les hommes de joie. Les hommes de joie. Les hommes de joie, le podcast.